Bonjour, bonsoir. Alors, je reviens avec une lecture qui n'est pas murmurée. J'avais annoncé, quand j'ai lu L'Hôte secret, au début de la lecture, j'avais annoncé un cycle. Joseph, alors je dis Conrad, je sais que les gens disent souvent Conrad. Voilà, bon, c'est comme ça. Néanmoins, il y avait quand même un cycle d'annoncés. Et là, je vais lire Le Retour. Une nouvelle qui ne se passe pas en mer, pour une fois. Et voilà, je vais la lire entièrement. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure à la fin de la lecture. Je vais peut-être finir par une petite chanson. Si c'est le cas, ce sera les Demoiselles de Rochefort. Pour qu'il y ait quand même un petit vent marin. Voilà. Je dis n'importe quoi. Oh, bon. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci. Et à tout à l'heure. Joseph Conrad, Le Retour. Le train de la petite ceinture venant de la cité déboucha impétueusement d'un trou noir et, avec un énorme grincement de roues, s'arrêta dans la pénombre fuligineuse d'une station du West End. Une rangée de portières s'ouvrit aussitôt et une foule de voyageurs se déversa sur le quai. Ils avaient des hauts de forme, de pâles visages d'hommes bien portants, des pardessus foncés et des chaussures reluisantes. Ils tenaient dans leurs mains gantées de minces parapluies et des journaux du soir hâtivement repliés qui avaient l'air de vieux chiffons empesés, plus ou moins verts, roses ou blancs. Alvan Hervé descendit avec les autres, un cigare à moitié éteint entre les dents. Ignorée de la foule, une petite femme en noir défraîchi et qui courait d'un air affolé, les bras encombrés de paquets, se jeta brusquement dans un compartiment de 3e classe et le train repartit. Les portières claquèrent avec la netteté, l'agressivité d'une fusillade. Un courant d'air glacial, chargé d'âcre fumée, balaya le quai d'un bout à l'autre et cloua sur place, au milieu de la foule en mouvement, un vieillard à la démarche mal assurée, emmitouflé jusqu'aux oreilles dans son cache-nez de laine, et qui, appuyé sur sa canne, se mit à tousser violemment. Personne ne lui accorda le moindre regard. Alan Hervé franchit le portillon de contrôle. Entre les murs nus d'un escalier sordide, les voyageurs grimpaient rapidement. De dos, ils semblaient tous pareils. On eût presque dit qu'ils portaient un uniforme. Leur visage quelconque offrait de la diversité, mais avait un air de famille, comme ceux d'une troupe de frères qui, par prudence, dignité, dégoût ou prévoyance, s'ignoreraient résolument les uns les autres. Et leurs yeux, vifs ou lents, leurs yeux braqués sur le haut de l'escalier poussiéreux, leurs yeux bruns, noirs, gris ou bleus, avaient tous le même regard concentré et absent, satisfait et vide. Passé la grande voûte qui donnait sur la rue, ils se dispersèrent en tous sens, s'éloignant en hâte les uns des autres, comme des gens pressés d'éviter quelque chose de compromettant, la familiarité ou des confidences, quelque chose de caché dont on se méfie, comme la vérité ou la peste. Alan Hervé hésita, seul sous la voûte un instant, puis décida de rentrer chez lui à pied. Il avançait d'un pas assuré. La bruine se déposait comme une poussière argentée sur les vêtements et les moustaches, mouillait les visages, faisait luire les trottoirs, noircissait les murs, dégoûtait des parapluies. Il marchait sous la pluie avec une insouciante sérénité, avec l'aisance tranquille d'un homme arrivé et dédaigneux, très sûr de lui, un homme qui a de l'argent et des amis à foison. Il était grand, bel homme, bien bâti et bien portant. Et sous le raffinement assez banal de son clair visage perçait un soupçon de cette impérieuse brutalité que confère la possession de talents relativement faciles à acquérir,
le fait d'exceller au sport ou dans l'art de gagner de l'argent, l'autorité naturelle sur les animaux et les pauvres diables. Il rentrait chez lui beaucoup plus tôt que d'habitude, directement de la cité et sans passer à son club. Il s'estimait de bonne famille, instruit et intelligent. Qui n'en fait autant? Mais sa famille, son instruction et son intelligence étaient d'un niveau rigoureusement égal à celui des gens avec qui il faisait des affaires ou employait ses loisirs. Il était marié depuis 5 ans. À l'époque, toutes ses relations avaient déclaré qu'il était très amoureux. Et il l'avait déclaré lui-même. Franchement, car il est entendu que tout homme tombe amoureux une fois dans sa vie. À moins que sa femme ne meure, auquel cas il peut être tout à fait louable de tomber amoureux une seconde fois. La jeune fille était robuste, grande, blonde et, selon lui, de bonne famille, instruite et intelligente. Elle était également dévorée d'ennui chez elle, où sa personnalité, dont elle avait pleinement conscience, ne pouvait, comprimée comme dans une boîte exiguë, se donner libre cours. Elle marchait comme un grenadier, était solide et droite comme un obélisque, et avait un beau visage, un front candide, des yeux purs, mais pas une seule idée personnelle en tête. Il succomba rapidement à tous ses charmes et elle lui sembla être si incontestablement la femme qu'il lui fallait qu'il n'hésita pas un instant à se déclarer amoureux. Sous le couvert de cette fiction poétique et sacrée, il eut impérieusement envie d'elle, pour diverses raisons, mais surtout pour la satisfaction d'imposer sa volonté. Il y mit tout l'ennui et toute la solennité possible, sans autre raison concevable que de cacher ses sentiments, attitude convenable s'il en est. Personne toutefois n'eût été choqué de le voir négliger ce devoir, car ce qu'il éprouvait en réalité, c'était une forte envie. Une envie plus forte et un peu plus complexe sans doute, mais de nature aussi peu répréhensible que l'appétit d'un homme affamé devant son dîner. Après leur mariage, ils s'employèrent, avec un succès marqué, à agrandir le cercle de leurs relations. 30 personnes les connurent de vue. 20 autres, avec des sourires ostentatoires, tolérèrent de temps à autre leur présence sous des toits hospitaliers. Une 50aine d'autres, au moins, apprirent leur existence. Ils évoluèrent dans ce cercle élargi parmi des hommes et des femmes tout à fait délicieux qui redoutaient l'émotion, l'enthousiasme ou l'échec, plus que l'incendie, la guerre ou les maladies mortelles. Qui ne tolérait que l'expression la plus ordinaire des idées les plus ordinaires et n'admettait que les faits avantageux? C'était un milieu on ne peut plus charmant, le siège de toutes les vertus, où rien ne se réalise et où l'on ramène prudemment joie et chagrin à de simples plaisirs ou ennuis. Dans cette région sereine, donc, où l'on cultive des nobles sentiments avec une suffisante profusion pour dissimuler l'impitoyable matérialisme des pensées et des aspirations, Alan Hervey et sa femme avaient passé 5 ans d'une prudente félicité que n'était venu obscurcir aucun doute sur la juste valeur morale de leur existence. Elle, afin d'épanouir sa personnalité, s'adonna à toutes sortes d'œuvres philanthropiques et devint membre de divers organismes de secours ou de réforme sous le patronage ou la présidence de dames titrées. Lui prit un intérêt actif à la politique, et ayant rencontré tout à fait par hasard un homme de lettres, qui n'en était pas moins apparenté à un comte, il fut amené à renflouer un journal mondain à l'agonie. C'était une feuille semi-politique et parfaitement scandaleuse, mais que rachetait son excessive lourdeur, et comme elle était totalement dénuée de conviction, qu'elle ne contenait aucune idée nouvelle, que jamais, au grand jamais, ces pages n'offraient trace d'esprit, de satire ou d'indignation, il la jugea fort respectable à première vue. Ensuite, quand elle rapporta, il eut vite fait de découvrir que c'était somme toute une vertueuse entreprise. Elle servit de tremplin à son ambition et il ne fut pas sans goûter l'importance spéciale que lui donnait ce contact avec ce qu'il prenait pour de la littérature. Leur univers se trouva encore élargi par ce contact.
Des gens qui écrivaient ou dessinaient agréablement pour le public venaient quelquefois chez eux et le rédacteur en chef de son journal y venait très souvent. Hervé le considérait plutôt comme un imbécile parce qu'il avait de si grandes dents de devant, ce qu'il faut c'est avoir des dents petites et égales, et qu'il portait les cheveux légèrement plus longs que la plupart des hommes. Il est vrai qu'il y a des ducs qui portent les cheveux longs, et ce garçon connaissait indubitablement son affaire. Le pire était qu'on ne pouvait se fier à son sérieux, pour immense qu'il fût. Corpulent, vêtu avec élégance, il s'asseyait au salon, le pommeau de sa canne virevoltant devant ses grandes dents, et il parlait pendant des heures, un sourire sur ses grosses lèvres, sans rien dire qu'on pût juger répréhensible ou déplacé. Il parlait d'une façon qui sortait de l'ordinaire, déconcertante, irritante. Il avait le front trop grand, d'une hauteur inhabituelle, et sous ce front un nez droit, qui se perdait entre deux joues glabres dont les courbes régulières se rejoignaient pour former un menton en galoche. Et dans ce visage, qui ressemblait à celui d'un gros bébé diaboliquement rusé, étincelaient des yeux noirs, vifs, perçants, incrédules. Il écrivait des vers, qui plus est. Un imbécile, en somme. Mais la ribambelle de gens qui s'accrochaient aux pans de sa monumentale redingote semblait découvrir des merveilles dans les propos qu'il tenait. Alvan Hervé mettait cela au compte de l'affectation. Tous ces artistes, au fond, aimaient tellement se donner des airs. Il n'en restait pas moins que tout cela était fort convenable, d'une grande utilité pour lui, et semblait plaire à sa femme. Comme si elle aussi avait tiré quelque avantage secret et particulier de ce contact intellectuel. Elle recevait son assortiment d'hôtes comme il faut, avec une sorte de grâce imposante et massive qui n'était qu'à elle, et qui évoquait dans l'esprit de visiteurs intimidés des images incongrues et malséantes d'éléphants, de girafes, de gazelles, ou encore de tours gothiques ou d'anges géants. Ces jeudis étaient en train de devenir célèbres dans leur cercle, et leur cercle s'élargissait sans cesse, gagnait rue après rue. Il s'étendait également au boulevard de ceci, à l'avenue de cela et même à quelques squares. C'est ainsi qu'Alan Hervé et sa femme avaient vécu, l'un près de l'autre, 5 années de prospérité. Avec le temps, ils avaient appris à se connaître suffisamment pour la conduite pratique d'une existence comme la leur, mais ils étaient aussi incapables d'une véritable intimité que deux êtres mangeant au même râtelier, sous le même toit, dans une luxueuse écurie. Apaisé, le désir d'Alvan était devenu une habitude, et l'aspiration de sa femme était comblée. Son désir de fuir le toit paternel, d'affirmer sa personnalité, d'évoluer dans son propre cercle, tellement plus distingué que celui de ses parents, d'avoir une maison à elle et sa part personnelle du respect, de l'envie et de l'approbation des gens. Ils mettaient tous deux de la précaution à se comprendre tacitement, comme des conspirateurs circonspects mêlés à un complot avantageux, car ils étaient, l'un et l'autre, incapables de considérer un fait, un sentiment, un principe ou une croyance, autrement qu'à la lumière de leur propre dignité, de leur propre glorification, de leur propre avantage. Ils effleuraient la surface de la vie, la main dans la main, dans une atmosphère pure et glacée, comme deux habiles patineurs qui dessinent des figures sur une glace épaisse pour éblouir les spectateurs et qui ignorent dédaigneusement le flot caché, le flot mouvant et sombre, le flot de la vie, profond et hors d'atteinte du gel. Alvan Hervé tourna 2 fois à gauche, une à droite, longea 2 côtés d'un square au milieu duquel, inoffensifs et respectables, des bouquets d'arbres étaient retenus prisonniers derrière des grilles, et il sonna à sa porte. Une femme de chambre vint ouvrir. C'était une lubie de sa femme de n'engager que du personnel féminin. Cette fille, tout en lui prenant son chapeau et son pardessus, prononça quelques mots qui lui firent regarder sa montre. 5 heures, et sa femme n'était pas rentrée. Rien d'insolite à cela. Non, pas de thé, et il prit l'escalier. Il montait sans faire le moindre bruit de pas. Des tringles de cuivre étincelaient tout le long du tapis rouge.
Sur le palier du premier étage, une femme de marbre, décemment couverte, des pieds à la tête, par des draperies de pierre, avançait jusqu'au bord du piédestal une rangée d'orteils sans vie et brandissait aveuglément au bout de son bras blanc et roide un faisceau de lampes. Il avait des goûts artistiques dans son intérieur. De lourds rideaux retenus par des embrasses dissimulaient à moitié de sombres recoins. Sur le papier de tenture historié étaient accrochées des esquisses, des aquarelles, des gravures. Indéniablement, il avait des goûts artistiques. De vieux clochers surgissaient au-dessus de vertes masses de feuillage. Les collines étaient mauves, les sables jaunes, la mer ensoleillée, les ciels bleus. Une jeune personne aux yeux rêveurs se prélassait dans une barque à l'ancre en compagnie d'un panier à provisions, d'une bouteille de champagne et d'un amoureux en veston de flanelle. Des garçons aux jambes nues flirtaient gentiment avec des filles en haillons. Ils dormaient sur des marches de pierre ou gambadaient avec des chiens. Une jeune fille d'une maigreur pathétique s'aplatissait contre un mur aveugle. Elle tournait vers le ciel des yeux mourants et proposait une fleur aux passants, tandis que, tout auprès, de grandes photographies de célèbres bas-reliefs mutilés semblaient figurer un massacre pétrifié. Bien entendu, il ne regarda rien de tout cela, monta encore un étage et se rendit directement dans le cabinet de toilette. Un dragon de bronze cloué par la queue à un support se détachait du mur en patiente contorsion et tenait dans la fureur conventionnelle de ses mâchoires une méchante flamme de gaz en forme de papillon. La pièce, naturellement, était vide, mais dès qu'il y pénétra, elle s'anima du mouvement de nombreuses personnes, car les glaces ornant les portes des armoires et le grand trumeau de sa femme le reflétèrent de la tête aux pieds et multiplièrent son image, créant une foule d'imitateurs distingués et serviles, habillés exactement comme lui, qui faisaient les mêmes gestes mesurés et rares, bougeaient quand il bougeait, s'arrêtaient en même temps que lui dans une immobilité obséquieuse et donnaient les seuls signes de vie et d'émotion qu'il trouvait dignes et prudents pour un homme de manifester. Et, pareils en cela à des êtres réels asservis à des idées courantes qui ne sont même pas les leurs, ils simulaient une vague indépendance grâce à la variété superficielle de leurs mouvements. Ils bougeaient en même temps que lui, mais tantôt pour aller à sa rencontre, tantôt pour s'éloigner de lui. Ils apparaissaient, disparaissaient. Ils semblaient s'esquiver derrière les meubles de noyer pour reparaître loin derrière les glaces polies, allant et venant, distincts et irréels dans la convaincante illusion d'une pièce. Et tout comme les gens qu'ils respectaient, ils n'étaient pas de ceux, c'était certain, qui feraient quoi que ce soit de personnel, d'original ou de saisissant, d'imprévu ou d'inconvenant. Il vagua un moment en cette bonne compagnie, tout en fredonnant un air populaire mais raffiné, et en rêvassant à une lettre d'affaires revue de l'étranger à laquelle il lui faudrait répondre le lendemain par de prudentes équivoques. Puis, comme il se dirigeait vers une armoire, il vit apparaître derrière lui, dans le grand miroir, le coin de la coiffeuse de sa femme, et, parmi le reluisant nécessaire à monture d'argent qui s'y trouvait, le carré blanc d'une enveloppe. C'était un objet si inattendu à cet endroit qu'il fit volte-face presque avant de s'être rendu compte de sa surprise. Tous les sosies factices qui l'entouraient pivotèrent sur leurs talons. Tous eurent l'air surpris, et tous se dirigèrent rapidement vers des enveloppes posées sur des coiffeuses. Il reconnut l'écriture de sa femme et vit que l'enveloppe lui était destinée. « Tiens, c'est bizarre », murmura-t-il avec un mouvement d'ennui. Une action bizarre était déjà en soi une chose inconvenante, mais que sa femme l'eût commise, voilà qui était doublement choquant. Lui écrire, alors qu'elle savait qu'il serait de retour pour le dîner, c'était parfaitement ridicule. Mais laisser l'enveloppe ainsi, en évidence pour être découverte par accident, lui sembla une telle énormité qu'en y réfléchissant, il éprouva soudain une bouleversante sensation d'insécurité, fut saisi par l'idée étrange et saugrenue
que la maison venait de trembler sous ses pieds. Il déchira vivement l'enveloppe, jeta un coup d'œil sur la lettre et s'assit sur une chaise qui se trouvait là. Tenant la feuille devant ses yeux, il regarda la demi-douzaine de lignes griffonnées sur la page, étourdi par un bruit violent et incompréhensible comme le retentissement de gongs ou un roulement de tambour. Un grand fracas futile qui l'empêchait pour ainsi dire de s'entendre penser et fit dans son cerveau le vide absolu. Ce tumulte absurde et affolant semblait provenir du texte de la lettre, sortir d'entre ses doigts mêmes, ses doigts qui tremblaient en tenant la feuille de papier. Et soudain il la lâcha, comme s'il se fût agi d'un objet brûlant, venimeux ou malpropre. Et se précipitant à la fenêtre avec la hâte irréfléchie de celui qui veut crier au feu ou au meurtre, il l'ouvrit et passa la tête au dehors. Un petit vent frais qui rôdait dans l'obscurité humide et fuligineuse par-dessus le désert de toits et de cheminées appliqua sur son visage une tape moite. Il aperçut des ténèbres sans bornes, enveloppant une masse confuse de murs noirs entre lesquels de nombreuses rangées de réverbères s'alignaient à l'infini, comme des guirlandes de perles incandescentes. Une lueur sinistre, pareille à celle d'un incendie invisible, éclairait faiblement la brume d'en dessous et retombait sur une houle immobile de tuiles et de briques. La fenêtre ouverte était prise de tremblements, et il eut l'impression que le monde surgissait de la nuit pour lui faire face. Cependant, une vaste et faible rumeur montait jusqu'à lui, murmure profond d'une chose immense et vivante. Pénétré d'un sentiment de désarroi, il eut un sursaut muet. De la station de fiacre du square lui parvinrent clairement des voix rauques et un rire moqueur, un rire de mauvais augure, lui sembla-t-il, dur et cruel, chargé de menaces. Il rentra la tête, comme sous la crainte d'un coup, et referma vivement la fenêtre. Il fit quelques pas, buta contre une chaise et, au prix d'un grand effort, se ressaisit pour essayer de fixer une pensée floue qui tournoyait dans sa tête. Il y parvint enfin, avec plus de peine qu'il n'avait cru. Il était rouge et un peu essoufflé, comme s'il avait dû la saisir à pleine main, mais l'emprise de son esprit sur elle était faible, si faible qu'il jugea nécessaire de se la répéter à haute voix, de l'entendre exprimer fermement, pour s'assurer qu'il en était parfaitement maître. Mais il répugnait à entendre sa propre voix, à entendre un bruit quelconque. Une vague conviction s'ancrait en lui que la solitude et le silence sont les plus grands bonheurs de l'homme. L'instant d'après, il eut le sentiment qu'ils sont absolument inaccessibles, qu'on est obligé de voir des visages, de prononcer des paroles, d'entendre des pensées, toutes les paroles, toutes les pensées. Il articula de façon très distincte, l'œil fixé sur le tapis. Elle est partie. C'était terrible. Non pas le fait, mais les mots. Les mots chargés d'un sens considérable mais indéfini, qui semblaient posséder le terrifiant pouvoir de faire descendre le destin sur la terre, comme ces mots étranges, horrifiants, qu'on entend parfois dans le sommeil. Ils vibraient autour de lui dans une atmosphère métallique, dans un espace qui avait la dureté du fer et la résonance d'une cloche de bronze. Le regard posé entre les bouts de ses chaussures, il sembla écouter pensivement l'onde sonore qui se retirait. Une onde dont le cercle s'élargissait, englobant les rues, les toits, les clochers, les champs. Se propageant, s'élargissant sans cesse jusqu'à des lointains où il ne pouvait plus rien entendre, rien imaginer, rien. Et avec cet imbécile, ajouta-t-il sans faire le moindre mouvement. Il n'y avait là qu'humiliation, rien d'autre. Aucun aspect de la situation ne lui apportait le moindre réconfort moral.
Elle ne dégageait de toutes parts que de la souffrance. De la souffrance. Quelle sorte de souffrance? Il s'avisa qu'il aurait dû avoir le cœur brisé. Mais en moins d'un instant, il s'aperçut que sa souffrance n'avait rien d'aussi digne et d'aussi insignifiant. Il s'agissait d'une chose bien plus grave, dont la nature participait plutôt des sentiments cruels et subtils que suscite un coup de pied ou un coup de cravache. Il éprouva un malaise physique, comme s'il avait mordu dans quelque chose d'écœurant. La vie, dont un esprit bien ordonné ne devrait avoir qu'à se féliciter, lui parut, l'espace d'une seconde, parfaitement intolérable. Il ramassa la feuille à ses pieds et s'assit avec l'intention de réfléchir, de chercher à comprendre pour quelle raison sa femme, avait pu le quitter, renoncer à l'estime, au confort, à la paix, à la bienséance, à son rang, renoncer à tout et pour rien. Il essaya de découvrir la logique cachée de son acte, exercice mental bon pour les heures de loisir d'un asile de fous, encore qu'il n'en eût point conscience. Et il pensa à sa femme sous tous les aspects possibles, excepté l'essentiel. Il pensa à la jeune fille bien élevée, à l'épouse, à la personne cultivée, à la maîtresse de maison, à la grande dame. Mais pas un instant il ne pensa à elle simplement en tant que femme. Puis une nouvelle vague d'humiliation déferla dans son esprit et le balaya, ne laissant derrière elle qu'un sentiment personnel de déchéance imméritée. Pourquoi fallait-il qu'il fût mêlé à un pareil scandale? Tous les avantages de son passé si bien ordonné se trouvaient anéantis par une vérité aussi agissante et injuste qu'une calomnie, et son passé même était gâché. La faillite de ce dernier était mise au jour, son échec à lui manifeste. Il n'avait pas su voir, se garder, comprendre. Impossible de nier l'échec, de l'abolir par des explications, de le bannir du regard. Impossible de camper dessus d'un air solennel, alors que, si seulement elle était morte. Si seulement elle était morte, il en vint à envier une perte aussi respectable, une perte si pure de toute trace d'infortune, que ni son meilleur ami ni son pire ennemi n'auraient pu éprouver le moindre frisson de joie. Personne ne s'en fût soucié. Il chercha un réconfort dans la contemplation soutenue du seul événement de la vie que les efforts résolus des hommes ont toujours réussi à dissimuler sous de belles phrases sonores. Et rien ne se prête mieux au mensonge que la mort. Si seulement elle était morte. On lui aurait tenu certains propos sur un ton attristé, et, avec le courage voulu, il aurait fourni les réponses appropriées. Il y avait des précédents à une telle situation, et personne ne s'en fût soucié, si seulement elle était morte. Les promesses, les terreurs, les espoirs de l'éternité, c'est l'affaire de ceux qui sont morts et enterrés. Mais l'évidente douceur de la vie appartient aux vivants, aux gens bien portants. Et la vie était son affaire à lui, cette existence saine et satisfaisante que ne troublait ni trop d'amour, ni trop de regrets. Sa femme en avait contrarié le cours, changé la face. Et l'idée lui vint tout à coup qu'il avait été fou de se marier. Cela revenait trop à une trahison de soi-même, à une aventure, ne serait-ce que momentanée, en terrain découvert. Mais tout le monde se mariait. L'humanité entière était-elle donc folle? Sous le choc de cette pensée alarmante, il leva les yeux et il vit à sa gauche, à sa droite, devant lui, des hommes assis à distance sur des chaises et qui le regardaient avec des yeux égarés. Émissaires d'une humanité démente venue épier sa souffrance et son humiliation. C'était intolérable. Il se leva brusquement et tous les autres se dressèrent d'un bond autour de lui. Il resta immobile, au milieu de la pièce, comme découragé par leur vigilance. Pas moyen d'échapper. Une sorte de désespoir s'empara de lui. Tout le monde saurait. Demain, l'univers serait forcément au courant. Les domestiques sauraient dès ce soir. Il grinça des dents. Et dire qu'il n'avait jamais rien remarqué, rien deviné. Tout le monde allait savoir.
Cette femme est un monstre, se dit-il, mais tout le monde me prendra pour un imbécile. Et immobile au milieu de ces austères meubles de noyer, il se sentit torturé par une telle angoisse qu'il lui sembla se voir rouler sur le tapis et se frapper la tête contre les murs. Il était dégoûté de lui-même, de ce flot répugnant d'émotions qui triomphait de toute la réserve dont s'entourait sa virilité. Quelque chose d'inconnu, de corrosif, d'empoisonné avait pénétré dans sa vie, l'avait frôlé, touché, et maintenant le minait. Il en était consterné. De quoi s'agissait-il? Elle était partie. Pourquoi? Son cerveau était près d'éclater tant il faisait d'efforts pour comprendre cet acte et la subtile horreur qu'il lui inspirait. Tout était changé. Pourquoi? Une femme était partie, rien de plus. Et pourtant il voyait, avec la netteté et la rapidité d'une image de rêve, il voyait tout ce qu'il avait cru indestructible et assuré en ce monde s'écrouler autour de lui, comme des murailles sous les souffles furieux d'un ouragan. Il regarda fixement devant lui, tremblant de tous ses membres, en sentant passer ce souffle destructeur, mystérieux, celui de la passion, qui bouleversait la paix profonde de la maison. Il regarda craintivement autour de lui. Oui, on peut excuser un crime, on peut tirer parti d'un sacrifice désintéressé, d'une confiance aveugle, d'une foi brûlante, d'autres folies encore. La souffrance, la mort même, peuvent s'expliquer de façon satisfaisante, avec une grimace ou un froncement de sourcils. Mais la passion est l'impardonnable et secrète infamie de nos cœurs. Ce qu'il faut maudire, dissimuler et nier. Une chose impudente et désespérée qui foule aux pieds les riantes promesses, arrache le masque placide, met à nu le corps même de la vie. Et c'était à lui que cela arrivait. La passion avait posé sa main impure sur les draperies immaculées de son existence, et il lui fallait faire face seul sous les regards du monde entier. Du monde entier! Le simple soupçon d'un tel adversaire dans sa propre maison, pensait-il, renfermait déjà une souillure et une condamnation. Il jeta les deux mains en avant comme pour écarter une vérité immonde, et, aussitôt, le conclave épouvanté d'hommes irréels et muets qui se tenaient derrière la claire surface des miroirs fit vers lui le même geste de répulsion et d'horreur. Il regarda en vain autour de lui, comme un homme aux abois en quête d'une arme ou d'un refuge, et comprit enfin qu'il était désarmé et acculé par un ennemi prêt, sans la moindre hésitation, à le frapper et à lui ouvrir le cœur. Il ne pouvait obtenir aucune aide, ni même prendre conseil de lui-même, car, sous le choc soudain de l'abandon, les sentiments qui, il le savait, auraient dû être les siens conformément à son éducation, ses préjugés et son entourage, étaient si mêlés à la nouveauté de sentiments réels, de sentiments fondamentaux qui ignorent croyances, classe sociale, éducation, qu'il ne savait plus distinguer clairement entre ce qui est et ce qui devrait être, entre la vérité inadmissible et les faux semblants excusables. Et il savait d'instinct que la vérité ne lui servirait à rien. Dissimuler de façon ou d'autre paraissait indispensable puisqu'il était impossible d'expliquer. Impossible. Qui écouterait? Pour conserver sa place au premier rang de la vie, il suffisait d'être sans tâche et sans reproche. « Il faut que je reprenne le dessus de mon mieux », se dit-il, et il se mit à marcher de long en large. Et ensuite, que faire? Il pensa « je voyagerai », et puis non. Je ferai face. Et cette résolution prise, il se sentit ragaillardi à l'idée que ce serait un rôle muet et facile à tenir, car personne ne viendrait assurément lui parler de l'abominable conduite de cette femme. Raisonnant à part lui, il se dit que les gens bien élevés, et il n'en connaissait pas d'autres, ne tenaient pas à parler de questions aussi inconvenantes. Elle était partie, avec cet imbécile de journaliste bouffi et malsain. Pourquoi?
Il avait été tout ce qu'un mari doit être. Il lui avait assuré un bon rang social, elle partageait ses espérances, il l'avait toujours traitée avec beaucoup de considération. Il passa sa propre conduite en revue avec une sorte d'orgueil lugubre. Une conduite irréprochable. Alors pourquoi? Par amour? Sacrilège! L'amour n'avait rien à voir là-dedans. Un élan érotique éhonté. Oui, érotique. Sa propre femme, grand Dieu. Et l'inconvenance de son infortune domestique le remplit d'une telle honte que, l'instant d'après, il se surprit à ruminer une idée saugrenue. N'y aurait-il pas plus de dignité à faire croire qu'il battait sa femme? Certains maris ne s'en privent pas, oui, tout plutôt que l'immonde vérité, car il était clair qu'il avait vécu pendant 5 ans avec la source d'une pareille chose. C'était vraiment une honte. Tout, n'importe quoi, la brutalité. Mais il y renonça aussitôt et songea à une instance en divorce. Malgré son respect pour les lois et les usages, cette solution ne se présentait pas à son esprit comme le refuge convenable d'un chagrin supporté avec dignité. Le tribunal faisait plutôt l'impression d'un antre sinistre et crasseux où des hommes et des femmes sont entraînés par un sort adverse pour se tortiller comme de ridicules pantins devant une intransigeante vérité. On ne devrait pas permettre cela. Cette femme, 5 ans, mariée depuis 5 ans, et n'avoir jamais rien vu jusqu'au dernier jour. Rien jusqu'au moment où elle était froidement partie. Et il se représenta tous les gens qu'il connaissait en train de se demander si, pendant tout ce temps-là, il avait été aveugle, niais ou amoureux fou. Quelle femme! Aveugle. Non, pas du tout. Un esprit propre pouvait-il concevoir pareille dépravation? Bien sûr que non. Il respira profondément. C'était bien l'attitude à prendre. Elle ne manquait pas de dignité, lui donnait l'avantage et, comme il ne pouvait s'empêcher de le reconnaître, elle était morale. Il brûlait sincèrement de voir, par sa personne, la morale triompher devant le monde. Quant à elle, on l'oublierait. Qu'on l'oublie, qu'on l'ensevelisse dans l'oubli à tout jamais. Personne ne ferait d'allusion. Les gens raffinés, et il ne connaissait que des hommes et des femmes correspondant à cette définition, avaient naturellement horreur de tels sujets de conversation. Vraiment? Oh que oui! Personne ne ferait allusion à elle, devant lui. Il frappa du pied, déchira la lettre en 2, puis en 4 et en 8. L'idée d'amis compatissants éveilla en lui une furieuse méfiance. Il jeta à terre les petits morceaux de papier. Ils allèrent en voltigeant se poser à ses pieds et, tout blancs sur le tapis de couleur sombre, ils avaient l'air d'une poignée de flocons de neige éparpillés. Ce violent accès de colère fit place à une tristesse soudaine, au rembrunissement d'une pensée qui effleura la surface brûlée de son cœur, comme l'ombre mélancolique et fraîche d'un nuage qui passerait sur une plaine déserte après un rude assaut du soleil. Il comprit qu'il avait subi un choc. Non pas un de ces coups violents ou déchirants que l'on peut voir venir, supporter, rendre, oublier, mais une estocade insidieuse et pénétrante, qui avait remué tous ces sentiments cachés et cruels que les artifices du démon, les terreurs des hommes, l'infinie compassion de Dieu peut-être, tiennent enchaînés au fin fond de l'insondable pénombre de nos cœurs. Un sombre voile semblait se lever devant lui et, l'espace d'une seconde à peine, il découvrit le mystérieux univers de la souffrance morale. De même qu'à la lumière d'un éclair on voit un paysage dans sa plénitude, vaste et distinct, il put discerner en un instant toute l'immense souffrance que peut contenir un bref moment de la pensée humaine. Puis le voile retomba, mais cette rapide vision laissa dans l'esprit d'Alvan Hervé une trace d'invincible tristesse, le sentiment d'une perte et d'une amère solitude, comme si on l'avait dépouillé et exilé.
Il cessa un instant d'appartenir à la société, d'avoir un rang social, une carrière et un nom attaché à tout cela, étiquette descriptive de quelques mélanges compliqués. Il n'était plus qu'un pauvre être humain éloigné du monde enchanteur des avenues et des squares. Il était là, seul, nu et apeuré, tel le premier homme au premier jour du mal. Il y a dans la vie des événements, des contacts, des visions fugitives qui semblent mettre brutalement un terme à tout un passé. Un choc retentissant se produit, comme celui d'une porte claquée derrière soi par la main perfide du destin. Mettez-vous en quête d'un autre paradis, fou ou sage. Un moment de consternation muette, et il faut se remettre à errer, à expliquer péniblement les faits, à ranimer fiévreusement les illusions, à faire lever une nouvelle récolte de mensonges à la sueur de son front pour entretenir la vie, la rendre tolérable, l'embellir, afin de transmettre intacte à une autre génération de voyageurs aveugles la légende charmante d'un pays insensible, d'une terre promise, où tout n'est que fleurs et délices. Il revint à lui avec un léger sursaut et se sentit accablé par une désolation écrasante. Ce n'était à vrai dire qu'une impression, mais elle eut sur lui un effet physique, comme si sa poitrine était prisonnière d'un étau. Il se voyait dans un si pitoyable abandon. Il était si profondément ému par cette accablante tristesse qu'au prochain tour de vis, il le sentait, les larmes allaient lui monter aux yeux. Il déclinait. 5 ans de vie commune avaient apaisé ses désirs. Oui, c'était bien loin. Les 5 premiers mois avaient suffi, et pourtant, il y avait l'habitude de la personne, du sourire, des gestes, de la voix, du silence de cette femme. Elle avait un front pur, de jolis cheveux. Tout cela était absolument pitoyable. De jolis cheveux et de beaux yeux, remarquablement beaux. Il fut surpris du nombre de détails qui s'imposaient à sa mémoire. Malgré lui, son port de tête, le ton décidé sur lequel elle disait « Alvan », le frémissement de ses narines lorsqu'elle était contrariée. Tout cela lui avait si bien appartenu, avait été à lui de façon si intime et si particulière. Il pestait en silence, l'air lugubre, en faisant le bilan de ses pertes. Il ressemblait à un spéculateur malheureux en train de faire ses comptes, irrité, abattu, furieux contre lui-même et contre les autres, contre les chanceux, les indifférents, les sans-cœur. Pourtant, le tort subi paraissait si cruel qu'il aurait peut-être versé une larme sur cette spoliation, n'eût été sa conviction qu'un homme ne pleure pas. Les étrangers pleurent, il leur arrive aussi de tuer en pareilles circonstances. Et à sa grande horreur, il alla presque jusqu'à regretter que les usages d'une société prête à pardonner celui qui tire sur un cambrioleur et le tue lui interdisent, en l'occurrence, de penser même un instant au meurtre. Il n'en serra pas moins les poings et les dents. Et en même temps, il eut peur. Il était en proie à cette frayeur pénétrante, vacillante, qui, au beau milieu d'un battement, semble vous changer le cœur en une poignée de cendres. La souillure du crime de cette femme se propageait, corrompait l'univers, le corrompait lui-même. Elle réveillait toutes les infamies qui couvent dans notre monde, le douait personnellement d'une sorte d'horrible voyance qui lui faisait voir les villes et les champs de la terre, ses lieux sacrés, ses temples et ses maisons peuplés de monstres de duplicité, de luxure et de meurtre. Cette femme était un monstre. Lui-même roulait des pensées monstrueuses. Et pourtant, il était comme les autres. Combien d'hommes et de femmes, à cet instant précis, étaient plongés dans l'abomination, méditant des crimes. C'était effrayant d'y penser. Il se rappelait toutes les rues cossues qu'il avait suivies en rentrant chez lui, toutes les innombrables maisons aux portes closes, aux fenêtres garnies de rideaux. Chacune d'elles lui semblait maintenant abriter l'angoisse et la sottise. Et sa pensée, comme épouvantée, s'immobilisa, se rappelant avec effroi un certain silence digne et terrible qui tenait de la conspiration,
le silence sinistre, impénétrable de ces kilomètres de murs cachant des passions, des souffrances, des idées de meurtre. Il n'était pourtant pas le seul, sa maison n'était pas la seule, et cependant, personne ne savait, personne ne devinait. Mais lui savait. Il savait avec une certitude absolue que ne pouvait abuser le silence correct des murs, des portes closes, des fenêtres garnies de rideaux. L'agitation du désespoir le privait de toute maîtrise. Il ressemblait au détenteur d'un redoutable secret, le secret d'une catastrophe qui menace la sécurité du genre humain. La paix et le caractère sacré de la vie. Il s'aperçut dans l'une des glaces. Ce lui fut un soulagement. L'émotion l'avait jeté dans de tels affres qu'il s'était presque attendu à voir un masque difforme et égaré, et il fut agréablement surpris de n'avoir rien de semblable sous les yeux. Sa mine, en tout cas, ne trahirait pas le secret de sa douleur. Il s'examina avec attention. Son pantalon était retroussé et ses chaussures un peu crottées, autrement il avait presque son air habituel. Seuls ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et ce désordre, d'une certaine façon, dénotait si bien le trouble qu'il s'approcha vivement de la coiffeuse et se mit à faire usage des brosses, soucieux qu'il était d'effacer cet indice compromettant, seule trace de son émotion. Il se brossa soigneusement en surveillant le résultat de son lissage, et un autre visage, un peu pâle, et plus tendu peut-être qu'il ne convenait, le scruta en retour du fond du miroir de toilette. Il posa les brosses. Il n'était pas satisfait. Il les reprit et brossa machinalement, s'absorbant dans cette occupation. Le tumulte de ses pensées se résolut en un flot paresseux de réflexions comme après l'éruption d'un volcan. Le cheminement presque imperceptible d'une coulée de lave qui se traîne avec langueur sur un terrain bouleversé et efface sans pitié tout point de repère épargné par le choc du tremblement de terre. Phénomène destructeur, mais paisible, par comparaison. Alan Hervey fut presque apaisé par le cours tranquille de ses pensées. Ses points de repère moraux disparaissaient un à un, consumé par le feu de son aventure, enseveli sous une boue brûlante sous les cendres. Sa fièvre tombait. En surface, car il restait en lui assez de feu pour lui faire claquer les brosses sur la coiffeuse et murmurer en se détournant d'un ton farouche « Je lui souhaite du plaisir à celui-là, quant à elle, que le diable l'emporte. » Il se sentait profondément corrompu par la perversité de sa femme, et le symptôme le plus significatif de sa propre déchéance morale résidait dans l'amère, dans l'âcre satisfaction avec laquelle il le reconnaissait. De propos délibérés, il jurait mentalement, il méditait des sarcasmes, il formulait dans un profond silence des propos d'une incrédulité cynique, et ses convictions les plus chères se révélaient en fin de compte d'étroits préjugés d'imbéciles. Une foule de pensées informes, impures, lui traversa l'esprit furtivement, à la hâte, comme une bande de malfaiteurs masqués qui courent commettre un crime. Il enfonça les mains dans ses poches. Il entendit sonner faiblement quelque part et se dit tout bas « Je ne suis pas le seul. Non, pas le seul. » Un autre coup de sonnette, la porte de la rue. Son sang ne fit qu'un tour et sembla se figer. Une visite? Qui? Pourquoi? Il avait envie de courir sur le palier et de crier à la bonne « Je suis absent, je suis parti en voyage !» N'importe quelle excuse. Impossible de se montrer à un visiteur, pas ce soir, non. Demain, avant qu'il ait pu secouer la torpeur qui l'enveloppait comme une chape de plomb, il entendit tout en bas, comme dans les entrailles de la terre, une porte se refermer lourdement. La maison en vibra plus fort que sous l'effet d'un coup de tonnerre. Il resta immobile. Il aurait voulu être invisible. Quel froid dans cette pièce. Il n'aurait jamais cru pouvoir connaître pareille sensation. Mais il fallait bien rencontrer ses semblables, leur faire face, leur parler, leur sourire. Il entendit une autre porte, beaucoup plus proche, la porte du salon,
s'ouvrir puis claquer. Il crut un instant qu'il allait s'évanouir. Quelle absurdité! Il fallait en passer par là. Une voix s'éleva. Il ne put saisir les paroles. Puis la voix s'éleva de nouveau et des pas se firent entendre sur le palier du premier étage. Chut alors! Lui faudrait-il entendre cette voix et c'est pas toutes les fois que quelqu'un parlerait ou se déplacerait? Il se dit: c'est à croire que je suis hanté. Je suppose que cela va bien durer au moins une semaine, jusqu'à ce que j'oublie. Quelqu'un monta l'escalier du second. Une domestique? Il prêta l'oreille, puis, soudain, comme si de loin on lui avait fait à tue-tête une révélation incroyable, effrayante, il se mit à hurler dans la pièce vide. Quoi? Sur un ton si diabolique qu'il en fut tout surpris lui-même. Les pas s'arrêtèrent derrière la porte. Il resta bouche bée, figé d'affolement, comme au milieu d'une catastrophe. La poignée de la porte joua légèrement. Il lui sembla que les murs se disloquaient, que les meubles oscillaient vers lui. Le plafond s'inclina bizarrement l'espace d'un instant. Une grande armoire eut l'air de vouloir basculer. Il se raccrocha à quelque chose. C'était le dossier d'une chaise. Il avait donc chancelé et heurté une chaise. Diable! Il se cramponna fortement. Le papillon de feu posé entre les mâchoires du dragon de bronze répandait un éclat qui sembla prendre tout d'un coup l'intensité d'une lumière crue et aveuglante, et l'empêcha de distinguer nettement la silhouette de sa femme, toute droite, le dos contre la porte fermée. Il la regarda et ne put voir si elle respirait. La lumière dure, violente, était braquée sur elle, et il s'étonna de l'avoir si bien conservé son attitude calme et droite sous ce reflet brûlant qui, de son point de vue à lui, l'enveloppait comme une brume chaude et dévorante. Il n'aurait point été surpris si elle s'était effacée aussi brusquement qu'elle était apparue. Il regarda, écouta, tendit l'oreille pour saisir un bruit, mais le silence autour de lui était absolu. Comme si en un instant il était devenu complètement sourd et presque aveugle de surcroît. Puis l'ouïe lui revint, d'une acuité surnaturelle. Il entendit une averse crépiter sur les vitres derrière les stores baissés, et en bas, tout en bas, dans l'abîme artificiel du square, un roulement sourd et le trot d'un cheval dans les flaques d'eau. Il entendit aussi un gémissement, très distinct, dans la pièce, près de son oreille. Alarmé, il pensa: c'est moi qui ai dû faire ce bruit. Et au même moment, la femme s'éloigna de la porte, traversa la pièce d'un pas ferme devant lui et s'assit dans un fauteuil. Il connaissait ce pas, aucun doute. Elle était revenue. Et il faillit s'écrier: naturellement. Si soudaine et impérieuse fut sa perception du caractère indestructible de cette femme. Rien ne pouvait la détruire, et seul, estimait-il, sa propre destruction pourrait la tenir éloignée de lui. Elle était l'incarnation de tous les brefs instants que chaque homme se réserve dans la vie pour rêver, pour de précieux rêves qui concrétisent ses illusions les plus chères, les plus profitables. Saisi d'un tremblement interne, il la scruta du regard. Elle était mystérieuse, importante, chargée d'un sens obscur, tel un symbole. Il la dévisagea, penché en avant, comme s'il découvrait en elle des choses que jamais encore il n'avait vues. Inconsciemment, il fit un pas vers elle, puis un autre. Il la vit faire avec son bras un grand geste décidé, et il s'arrêta. Elle avait relevé son voile. Ce fut comme si la visière d'un casque s'était relevée. Le charme était rompu. Il éprouva le même choc que s'il avait été tiré d'une transe par le bruit soudain d'une explosion. Ce fut même plus saisissant et plus net. Ce fut un changement infiniment plus profond, car il eut la sensation de n'être entré dans la pièce qu'à cet instant même, d'être revenu de très loin. Le sentiment le gagna qu'une partie essentielle de lui-même venait,
en un éclair, de réintégrer son corps, de revenir définitivement d'une contrée sauvage et pitoyable, du pays des cœurs mis à nu. Un mépris surprenant, sans borne, se fit jour en lui, un étonnement amer et bouffon, la certitude désenchantée que le danger n'existait plus. Il entrevit l'irrésistible force, il reconnut aussi la stérilité de leurs convictions, à l'un comme à l'autre. Il lui semblait qu'il ne pourrait plus jamais faire d'erreur tant qu'il vivrait. Se tromper était moralement impossible. Cette certitude le laissait sans joie. Il était vaguement inquiet du prix qu'elle lui coûtait. Dans ce triomphe des bons principes, dans cette victoire arrachée à 2 doigts du désastre, passait comme un frisson de mort. La dernière trace de son état d'esprit précédent s'évanouit comme s'évanouit dans l'obscurité profonde du ciel la lueur éphémère et fuyante d'un météore qui explose. Ce fut le papillotement flou d'une pensée pénible, dissipée aussitôt que perçue, la pensée que seule la présence de cette femme avait, après tout, le pouvoir de le faire revenir à lui. Il la regarda fixement. Elle était assise, les mains sur les genoux, les yeux baissés, et il remarqua que ses chaussures étaient sales, ses jupes mouillées et éclaboussées, comme si une terreur aveugle l'avait ramené là au travers d'un désert de boue. Il était indigné, stupéfait et choqué, mais maintenant d'une façon naturelle et saine, si bien qu'il pouvait, grâce à une prudente retenue, maîtriser ses stériles sentiments. La lumière dans la pièce avait perdu son éclat insolite. C'était une bonne lumière qui lui permettait d'observer aisément l'expression de ce visage, celle d'une morne fatigue. Et le silence qui les entourait était le silence normal de toute maison tranquille, à peine troublée par les sourdes rumeurs d'un quartier respectable. Il était très calme, et c'est très calmement qu'il pensa combien il serait préférable qu'aucun d'eux ne parlât plus jamais. Elle gardait les lèvres serrées, un air de lassitude perçant sous la négligence de sa pose de marbre, mais, au bout d'un moment, elle releva les paupières et répondit à son regard tendu, inquisiteur, par un coup d'œil qui avait toute l'éloquence informe d'un cri. Un coup d'œil pénétrant, qui troublait sans renseigner, l'essence même de l'angoisse dépouillée de toute parole dont on puisse sourire, que l'on puisse réfuter, noyer sous les cris ou dédaigner. C'était l'angoisse toute nue et sans honte, le mal de vivre à l'état pur, livré au monde dans l'abandon momentané d'un regard porteur d'une immense fatigue, la sincérité méprisante, la noire impudence d'un aveu arraché. Alan Hervey fut saisi d'étonnement, comme s'il avait aperçu quelque chose d'inconcevable, et une partie obscure de son être faillit s'exclamer avec lui « Je ne l'aurais jamais cru !» Mais par un revirement subit, son amour-propre blessé réprima cette amorce de pensée. Il se sentit plein d'indignation et de rancune envers la femme qui pouvait vous regarder de cette façon. Ce regard le sondait, cherchait à le suborner. Il avait le danger que présenterait une parole légèrement impie à la bouche d'un prêtre, dans la dignité auguste d'un temple, et en même temps il était impur et troublant, comme une consolation cynique marmonnée dans l'ombre, et qui aurait pour effet d'altérer le chagrin, de corroder la pensée, d'empoisonner le cœur. Hervey aurait voulu lui demander furieusement « Pour qui me prenez-vous? Comment osez-vous me regarder ainsi ?» Il se sentait impuissant devant le sens caché de ce regard. Il y voyait, avec un ressentiment d'une violence aussi douloureuse que vaine, la source d'un tort si intime qu'il ne pourrait jamais, jamais être réparé. Il eût voulu l'écraser d'une seule phrase. Lui était sans tache. L'opinion était de son côté, la morale, les hommes et les dieux étaient de son côté, la loi, la conscience, le monde entier. Elle n'avait rien d'autre que ce regard. Et tout ce qu'il trouva à dire fut « Combien de temps comptez-vous rester ici ?» Elle ne s'y a pas, garda les lèvres closes et, à voir l'effet de ces paroles, il aurait aussi bien pu s'adresser à une morte, si ce n'est que la femme assise devant lui respirait précipitamment.
Il était profondément déçu de ce qu'il avait dit. C'était une grande erreur, une manière de trahison. Il s'était abusé. Les mots employés, la sensation produite, tout aurait dû être différent. Et sous ses yeux, si fixes que par moments il ne distinguait plus rien, elle était là, aussi inconsciente, semblait-il, que si elle avait été seule, un regard d'impudente confession braqué sur lui, avec l'air de fouiller le vide. Il déclara d'un ton significatif « C'est à moi de partir alors ». Et il savait fort bien que sa question n'était pas sincère. Elle remua légèrement une main sur ses genoux, comme si les mots qu'elle venait d'entendre y étaient tombés et qu'elle les eût jetés sur le plancher. Mais elle fut encouragée par son silence. Peut-être indiquait-il le remords, ou alors la crainte. Était-elle frappée de stupeur par son attitude? Elle baissa les paupières. Il avait l'impression de comprendre tant de choses, de tout comprendre. Soit, mais elle méritait bien de souffrir à son tour. Ce n'était que justice envers lui-même. Il comprenait tout et pourtant il jugea indispensable d'ajouter avec une évidente affectation de politesse « Je ne comprends pas, ayez la bonté de… » Elle se leva. Il crut une seconde qu'elle se disposait à partir et il eut la sensation que l'on tirait sur une corde attachée à son cœur. Cela faisait mal. Il resta la bouche ouverte, muet. Mais elle fit un pas indécis dans sa direction et instinctivement il s'écarta. Ils étaient face à face. Les morceaux de la lettre déchirés entre eux, à leurs pieds, tel un obstacle insurmontable, le signe d'une séparation éternelle. Autour d'eux, 3 autres couples se tenaient immobiles, face à face, n'attendant, semblait-il, qu'un signal pour se lancer dans l'action. Lutte, dispute ou danse. Elle s'écria « Je vous en prie, Alvan !» et son intonation douloureuse sonnait comme un avertissement. Il cligna les yeux comme s'il voulait la transpercer du regard. Sa voix le troublait. Il aspirait à se montrer magnanime, généreux, supérieur, mais son désir était entrecoupé d'élans d'indignation et de curiosité angoissée. Du terrible besoin de savoir jusqu'où elle était allée. Elle regarda à ses pieds la lettre déchirée, puis releva la tête, et leurs yeux se rencontrèrent de nouveau, restèrent rivés, comme une chaîne incassable, comme le nœud d'une éternelle complicité. Et le silence de bon ton, la tranquillité des lieux dans lesquels baignait cet échange de regards devinrent un instant suprêmement ignoble, car il eut peur qu'elle se mît à en dire trop et à rendre toute magnanimité impossible, cependant que derrière la profonde tristesse de son visage se lisait un regret. Le regret d'avoir agi, le regret d'avoir tardé, la pensée que si elle avait fait demi-tour seulement une semaine plus tôt, un jour plus tôt, seulement 1 heure plus tôt, ils appréhendaient d'entendre à nouveau le son de leur voix. Quelles paroles ne risquaient-ils pas de leur échapper? Peut-être des paroles irrévocables. Et les mots sont plus terribles que les faits. Mais la fatalité maligne qui se cache derrière d'obscures impulsions parla soudain par la bouche d'Alan Hervey, et il entendit sa propre voix avec cette curiosité fiévreuse et sceptique que l'on éprouve en écoutant des voix d'acteurs en scène à un moment poignant de l'action. Si vous avez oublié quelque chose, bien sûr, Elle lui jeta un regard flamboyant. Ses lèvres se mirent à trembler, et elle devint, elle aussi, le porte-parole de cette force mystérieuse qui rôde sans cesse auprès de nous, de cette inspiration perverse qui vagabonde, capricieuse et indomptable comme un coup de vent. À quoi bon tout cela, Alva? Vous savez pourquoi je suis revenue. Vous savez bien que je ne pouvais pas. Il l'interrompit d'un air agacé. Mais alors, et cela? Demanda-t-il en désignant par terre la lettre déchirée. C'est une erreur, fit-elle précipitamment d'une voix étouffée. Cette réponse le stupéfia. Il resta muet, les yeux fixés sur elle. Il eut presque envie de s'esclaffer, mais finit par sourire aussi involontairement que s'il avait grimacé de douleur. Une erreur,
reprit-il lentement. Il se trouva incapable d'ajouter un seul mot. Oui, c'était une question d'honnêteté, dit-elle tout bas, comme si elle s'adressait au souvenir d'un sentiment lié à un passé lointain. Il éclata. « Au diable, votre honnêteté! Où est l'honnêteté dans tout cela? Quand a-t-elle commencé, votre honnêteté? Pourquoi êtes-vous ici? Et qu'êtes-vous maintenant? Toujours honnête ?» Il avança sur elle, furieux, comme aveugle. En 3 rapides enjambées, il perdit contact avec le monde matériel et se trouva entraîné à toute allure, interminablement, à travers une sorte d'univers désolé, constitué uniquement de fureur et d'angoisse, et finit par rencontrer subitement ce visage, tout près du sien. Il s'arrêta court, et sembla soudain se rappeler une chose entendue des siècles plus tôt. « Vous ignorez le sens de ce mot !» cria-t-il. Elle ne broncha pas. Il se rendit compte avec frayeur que tout autour de lui était immobile. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. Lui-même restait figé. Un calme imperturbable enveloppait leurs 2 silhouettes paralysées. La maison, la ville, le monde entier, et l'insignifiante tempête de ses sentiments. La violence de son bref émoi aurait pu suffire à détruire la création tout entière, et pourtant il n'y avait rien de changé. Il se trouvait devant sa femme, chez lui, dans la pièce familière. La maison ne s'était pas écroulée. Dans toutes les directions, les innombrables demeures, debout côte à côte, avaient résisté au choc de sa passion, avaient opposé impassible à la solitude de son malheur l'austère silence de leurs murs, la discrétion impénétrable et lisse de leurs portes closes et de leurs fenêtres garnies de rideaux. L'immobilité et le silence pesaient sur lui, l'assaillaient, comme autant de complices de cette femme immuable et muette clouée devant lui. Il était soudain vaincu. Son impuissance lui était démontrée. Il se sentit calmé par le souffle d'une résignation corrompue qu'insinuait en lui l'ironie subtile de la paix ambiante. « En tout cas, cela ne me suffit pas, » dit-il avec un calme révoltant. « Je veux en savoir davantage, si vous devez rester. »« Il n'y a rien à ajouter, » répondit-elle tristement. Cela lui parut si juste qu'il resta sans rien dire. « Vous ne comprendriez pas, » poursuivit-elle. « Vraiment ?» fit-il tranquillement. Il se retenait fort pour ne pas éclater en hurlements et en imprécations. « J'ai essayé d'être fidèle, » reprit-elle. « Et ceci ?» s'écria-t-il en montrant les morceaux de la lettre. « C'est un échec, » dit-elle. « Je n'en doute pas, » murmura-t-il avec amertume. « J'ai essayé d'être fidèle à moi-même, Alvan, et honnête avec vous. Si vous aviez essayé de m'être fidèle, cela eût été plus à propos, » interrompit-il avec colère. « Je vous ai été fidèle, et vous avez gâché ma vie, nos 2 vies. » Puis, après une pause, l'invincible préoccupation de soi réapparut, et il éleva la voix pour demander avec rancœur. « Dites-moi, je vous prie, depuis combien de temps me ridiculisez-vous » Elle sembla horriblement choquée de cette question. Il n'en attendit pas la réponse, mais n'arrêta pas de marcher en tous sens, s'approchant d'elle par moments, puis filant d'un pas nerveux à l'autre bout de la pièce. « Je tiens à savoir. Tout le monde est au courant, je suppose, sauf moi. C'est cela, votre honnêteté. »« Je vous ai dit qu'il n'y a rien à savoir, » répondit-elle d'une voix mal assurée, comme si elle souffrait. « Rien de ce que vous supposez. Vous ne me comprenez pas. Cette lettre est le commencement et la fin. » La fin. Ces choses-là n'ont pas de fin, vociféra-t-il inopinément. Vous ne le comprenez donc pas? Moi, si. Le commencement. Il s'arrêta et la regarda dans les yeux avec une intention intense, avec un désir de voir, de pénétrer, de comprendre, qui le fit positivement retenir son souffle au point de suffoquer. « Grand Dieu, dit-il, parfaitement immobile, à moins d'un pas d'elle, l'œil inquisiteur. « Grand Dieu !» répéta-t-il lentement et d'un ton dont l'involontaire étrangeté était pour lui un mystère absolu.
Grand Dieu, je serais capable de vous croire, de croire n'importe quoi maintenant. Il pivota sur les talons et se mit à marcher de long en large, ayant apparemment émis l'ultime déclaration de sa vie, une chose sur laquelle il ne reviendrait pas, quand bien même il en aurait la possibilité. Elle restait comme clouée sur le tapis. Ses yeux suivaient les mouvements agités de cet homme qui évitait de la regarder. Écarquillé, il s'attachait à lui, interrogateur, chargé d'étonnement, de doute. Mais l'individu en question était toujours fourré ici, s'exclama-t-il avec égarement. Il vous a fait la cour, j'imagine, et... Il baissa la voix, et... Vous l'avez laissé faire. Et je l'ai laissé faire, murmura-t-elle avec la même intonation, si bien que sa voix parut inconsciente, lointaine et servile à la façon d'un écho. À 2 reprises, il s'écria « Vous !» puis se calma. « Que pouviez-vous bien lui trouver ?» demanda-t-il sincèrement étonné. « Un gros imbécile efféminé. Que pouviez-vous bien ? Vous n'étiez pas heureuse? N'aviez-vous pas tout ce que vous désiriez? Dites-moi. Franchement, ai-je en quoi que ce soit trompé votre attente? Étiez-vous déçue par notre situation, par nos espérances peut-être? Vous savez bien que vous n'aviez aucune raison de l'être. Elles sont bien meilleures que vous ne pouviez l'espérer quand vous m'avez épousée. » Il s'oublia au point de gesticuler légèrement tandis qu'il reprenait avec vivacité. « Que pouviez-vous attendre d'un gaillard pareil? Il n'est pas de notre monde, c'est un intrus. Sans mon argent, vous m'entendez? Sans mon argent, il ne s'en tirerait pas. Sa famille ne veut plus entendre parler de lui. C'est un rien du tout. Un rien du tout. Il est utile, certes. C'est pourquoi je pensais que vous auriez l'intelligence de vous en rendre compte. Et vous? Non. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Vous n'avez cure de l'opinion de personne. Il n'y a donc rien qui puisse vous retenir, vous autres femmes? Avez-vous pensé à moi un seul instant? J'ai essayé d'être un bon mari. Sans succès, dites-moi, qu'ai-je donc fait? Emporté par ses émotions, il se prit la tête à 2 mains et répéta avec frénésie. Qu'ai-je donc fait? Mais dites-le donc. Rien, dit-elle. Ah, vous voyez, vous ne pouvez pas, reprit-il triomphant en s'éloignant. Puis soudain, comme si un obstacle invisible le renvoyait vers elle, il se retourna vivement et cria d'un air exaspéré. Que diable attendiez-vous de moi? Sans un mot, elle se dirigea lentement vers la coiffeuse et s'assit. Elle prit appui sur son coude, s'abritant les yeux de sa main. Pendant tout ce temps, il l'observait d'un œil furibond, comme s'il attendait à tout instant à découvrir une réponse à la question dans ses mouvements posés. Mais il ne put rien y lire, il n'y trouva aucun indice de ses pensées. Il essaya de réprimer son propre désir de crier, et au bout d'un moment, il dit avec un mépris tranchant. Vous auriez peut-être voulu me voir écrire des vers absurdes, rester des heures à vous regarder, à vous parler de votre âme? Vous auriez dû savoir que ce n'était pas mon genre, j'avais mieux à faire, mais si vous croyez que j'étais totalement aveugle, il s'aperçut en un éclair qu'il avait en mémoire une infinité de circonstances révélatrices. Il se souvenait de maintes occasions précises où il les avait surpris. Il se rappelait un geste absurdement interrompu de la main grasse et blanche du journaliste, l'extase peinte sur le visage de sa femme, l'éclat des yeux incrédules, des bribes de conversation incompréhensibles ne méritant pas l'attention, des silences dépourvus de sens sur le moment, mais qui avaient maintenant la clarté d'une coulée de soleil. Il se rappelait tout cela. Il n'avait pas été aveugle, certes non, et cette assurance lui procura un vif soulagement, lui rendit tout son calme. « Je trouve indigne de moi de vous soupçonner, déclara-t-il avec hauteur. Cette phrase possédait de toute évidence un pouvoir magique, car, dès qu'il l'eut prononcée, il se sentit merveilleusement à l'aise. Et tout aussitôt, il eut un frisson de joyeux étonnement en découvrant que des paroles si nobles, si vraies, pouvaient sortir de sa bouche. Il en guetta l'effet. Elle lui jeta un coup d'œil rapide par-dessus l'épaule. Il entrevit des cils mouillés, une joue rouge sur laquelle se précipitait une larme. Puis elle détourna à nouveau la tête et reprit la même pose, le visage dans les mains. « Mieux vaudrait me dire toute la vérité. »
Mieux vaudrait me dire toute la vérité, dit-il lentement. Vous savez tout, répondit-elle indistinctement entre ses doigts. Cette lettre, oui, mais... Et je suis revenue, s'écria-t-elle d'une voix étouffée. Vous savez tout. J'en suis heureux, pour vous, reprit-il avec une gravité impressionnante. Il s'écoutait parler, plein d'une émotion solennelle. Il lui semblait que quelque chose d'une importance indicible se passait dans cette pièce, que chaque mot, chaque geste avait le poids d'événements prédéterminés depuis l'origine du monde et qui résument dans leur irrévocabilité le dessein de la création tout entière. Pour vous, répéta-t-il. Ses épaules s'agitèrent comme si elles sanglotaient et il se perdit dans la contemplation de sa chevelure. Soudain il sursauta, comme s'il revenait à lui, et très doucement, presque dans un murmure, il demanda « Vous l'avez souvent retrouvé ?»« Jamais !» cria-t-elle dans la paume de ses mains. Cette réponse sembla le priver un moment de la parole. Ses lèvres remuèrent quelques instants sans qu'aucun son en sortît. « Vous préfériez vous faire la cour ici, sous mon nez !» cria-t-il avec fureur. Il se calma aussitôt et se sentit gêné à regret, comme si cette explosion l'eût fait baisser dans l'estime de sa femme. Elle se leva et, la main sur le dossier de la chaise, elle lui fit face, les yeux tout à fait secs maintenant. Chacune de ses joues portait une tache rouge. « Quand j'ai décidé d'aller le rejoindre, j'ai écrit, dit-elle. « Mais vous ne l'avez pas rejoint, reprit-il sur le même ton. Jusqu'où êtes-vous allé? Qu'est-ce qui vous a fait revenir ?»« Je n'ai pas compris moi-même, murmura-t-elle. Seules ses lèvres montraient quelque animation. Il la fixa sévèrement. « Il y comptait? Il vous attendait ?» questionna-t-il. Elle acquiesça d'un signe de tête presque imperceptible et il continua à la regarder un bon moment sans rien dire. Puis, à la fin, « Et je suppose qu'il attend encore ?» demanda-t-il rapidement. De nouveau, elle sembla lui faire un signe de tête affirmatif. Sans raison particulière, il éprouva le besoin de savoir l'heure et consulta sa montre d'un air lugubre. 7h30. « C'est bien cela, » murmura-t-il, en remettant la montre dans sa poche. Il releva les yeux sur elle et, tout à coup, succombant, eût-on dit, à l'impression d'une sinistre drôlerie, il partit d'un petit rire sec, aussitôt réprimé. « Non, c'est absolument inouï. » marmonna-t-il alors qu'elle se tenait devant lui, mordant sa lèvre inférieure et comme perdu dans de profondes pensées. Il eut de nouveau un rire étouffé, aussi malveillant qu'une imprécation. Il ignorait la raison du dégoût si violent, si soudain qu'il ressentait devant les réalités de la vie, devant les réalités tout court, une répulsion incommensurable à la pensée des nombreux jours déjà vécus. Il était là. Penser semblait un effort au-dessus de ses forces. « Vous m'avez trompé, dit-il, et maintenant vous vous moquez de lui. C'est abominable. Pourquoi cela ? » « Je me suis trompée moi-même, s'écria-t-elle. « Allons donc, reprit-il avec impatience. Je suis prête à m'en aller si vous le désirez, poursuivit-elle rapidement. Je vous devais de vous dire, de vous informer. Non, je n'ai pas pu, s'écria-t-elle, et elle demeura immobile, se tordant les mains furtivement. Je suis heureux que vous vous soyez repenti, avant qu'il ne soit trop tard, reprit-il d'une voix sourde, les yeux fixés sur ses chaussures. Je suis heureux qu'une étincelle de bons sentiments, murmura-t-il comme pour lui-même. Il releva la tête après un moment de silence méditatif. Je suis heureux de voir qu'il vous reste encore un peu de pudeur, ajouta-t-il un peu plus fort. Il parut hésiter en la regardant comme s'il soupesait les conséquences possibles de ce qu'il voulait dire et lâcha enfin. Après tout, je vous aimais. Je l'ignorais, murmura-t-elle. Grand Dieu, s'écria-t-il, pourquoi croyez-vous donc que je vous ai épousé ? Cette stupidité doublée d'indélicatesse la mit en colère. En effet, pourquoi ? Fit-elle entre ses dents. En effet, pourquoi ? Il eut l'air horrifié et, comme pris de crainte, ne quitta pas des yeux les lèvres de sa femme.
J'ai imaginé bien de raisons, dit-elle lentement. Elle marqua une pause. Il l'observait, retenait son souffle. Enfin, comme si elle pensait tout haut, elle poursuivit rêveusement. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé honnêtement. Pourquoi? Pour faire comme tout le monde, j'imagine. Pour vous satisfaire. Il s'éloigna vivement et, lorsqu'il se rapprocha tout près d'elle, il avait le visage en feu. Vous aviez l'air passablement satisfaite, vous aussi, sur le moment, jeta-t-il comme une vipère furieux et acerbe. Je n'ai pas besoin de demander si vous m'aimiez. Je sais maintenant que j'en étais parfaitement incapable, dit-elle calmement. Sinon, vous ne m'auriez peut-être pas épousé. Il est bien certain que je ne l'aurais pas fait si je vous avais connu comme je vous connais. Il se revoyait en train de faire sa déclaration, en des temps lointains. Il remontait en flânant une pente gazonnée. Des groupes s'éparpillaient au soleil. L'ombre des frondaisons était immobile sur l'herbe tondue. Au loin, les ombrelles multicolores passant entre les arbres avaient l'air de papillons qui volaient posément sans remuer leurs ailes éclatantes. Des hommes au sourire aimable ou à l'air sévère, derrière le rempart sans faille de leurs habits noirs, se tenaient près de femmes en claire toilette d'été, vivant bouquets évocateurs de ces contes fabuleux où, dans des jardins enchantés, des fleurs à forme humaine sourient à des chevaliers ensorcelés. Une atmosphère de somptueuse sérénité régnait sur cette scène, une animation vibrante et légère, la parfaite sécurité, semblable à celle qu'inspire l'invincible ignorance, qui éveillait en lui la croyance transcendante que le bonheur attend l'humanité entière, et aussi le désir irréfléchi et pittoresque d'obtenir au plus vite, pour lui tout seul, une part de cette splendeur que ne troublait pas l'ombre d'une pensée. La jeune fille avait traversé à ses côtés un espace découvert, personne n'était à proximité, et soudain il s'était arrêté, comme sous l'effet d'une inspiration, et avait parlé. Il se revoyait en train de regarder ses yeux purs, son front candide. Il se revoyait jetant un coup d'œil rapide autour d'eux pour voir si on les observait, et se disant que rien ne pouvait aller de travers dans un monde d'un charme, d'une pureté, d'une distinction semblable. Il en était fier. N'était-il pas l'un de ses artisans, de ses possesseurs, de ses gardiens, de ses chantres? Il voulait s'en saisir vigoureusement, en tirer toute la satisfaction possible. Et étant donné l'incomparable qualité, l'atmosphère immaculée de ce monde, sa proximité du paradis qu'il s'était choisi, cet élan de désir brutal lui avait semblé la plus noble des aspirations. En une seconde, il revécut tous ces instants, et le pathétique de son échec lui apparut alors avec une telle netteté que sa voix se serait pour un peu mouillée de larmes lorsqu'il s'écria presque involontairement « Dieu sait pourtant si je vous aimais !» Elle parut touchée par l'émotion de sa voix. Ses lèvres tremblèrent légèrement, et elle fit vers lui un pas timide en tendant les mains d'un geste implorant, lorsqu'elle s'aperçut, juste à temps, qu'absorbé par la tragédie de sa propre vie, il avait complètement oublié son existence à elle. Elle s'arrêta et ses bras tendus retombèrent lentement. Lui, défiguré par l'amertume de ses pensées, ne remarqua ni le mouvement ni le geste. De dépit, il tapa du pied, se frotta la tête, puis explosa. Que diable puis-je bien faire maintenant? De nouveau, il était immobile. Elle sembla comprendre et se dirigea d'un pas ferme vers la porte. « C'est très simple, je m'en vais, » dit-elle tout haut. En entendant sa voix, il sursauta de surprise, la regarda avec des yeux hagards et demanda d'un ton aigu. « Vous? Où? Le retrouver? »« Non, seul. Adieu. » La poignée de la porte joua sous sa main tâtonnante, comme si elle essayait de sortir d'un endroit obscur. « Non, restez !» s'écria-t-il. Elle l'entendit vaguement. Il vit son épaule toucher le linteau de la porte. Elle chancela comme étourdie. Il y eut à peine une seconde de suspens, pendant laquelle ils se sentirent l'un et l'autre en équilibre au bord de l'anéantissement moral, prêts à être engloutis dans le néant.
Puis presque en même temps, il cria « Revenez !» et elle lâcha la poignée de la porte. Elle se retourna en proie à un calme désespoir, comme un être qui a délibérément renoncé à sa dernière chance de salut. Et, l'espace d'un instant, la pièce devant elle parut terrible et sombre et sûre, comme une tombe. « Cela ne peut finir ainsi, s'écria-t-il d'une voix très rauque et brusque. « Asseyez-vous. » Et tandis qu'elle retraversait la pièce jusqu'à la chaise basse placée devant la coiffeuse, il ouvrit la porte et passa la tête pour regarder et prêter l'oreille. Le calme régnait dans sa maison. Il revint apaisé et demanda « Dites-vous la vérité ?» Elle fit signe que oui. « Vous avez pourtant vécu dans le mensonge, fit-il d'un ton soupçonneux. « Ah, vous l'avez tellement facilité, répondit-elle. « Vous m'en faites le reproche, à moi. »« Comment le pourrais-je, dit-elle. Je ne vous souhaite pas différent de ce que vous êtes, maintenant. »« Que voulez-vous dire par » commença-t-il, puis il se retint et, sans attendre de réponse, poursuivit. « Mais je ne poserai pas de questions. Cette lettre est-elle ce que vous avez fait de pire ?» Elle agita les mains d'un geste nerveux. « Il me faut une réponse nette, dit-il vivement. »« Eh bien non, le pire, c'est que je sois revenu. » Suivi d'un profond silence pendant lequel ils se dévisagèrent. « Vous ne savez pas ce que vous dites, fit-il d'un ton péremptoire. Votre raison s'égare. Vous n'êtes plus vous-même, sinon vous ne diriez pas des choses pareilles. Vous ne vous contenez plus, même dans votre remords. » Il s'arrêta un instant, puis continua d'un air doctoral. « Ce qui compte le plus dans la vie, croyez-moi, c'est la maîtrise de soi. Cela signifie le bonheur, la dignité, tout. » Elle tirait nerveusement sur son mouchoir, tandis qu'il continuait à observer d'un œil anxieux l'effet de ses paroles. Rien de satisfaisant ne se produisit. Simplement, lorsqu'il se remit à parler, elle se couvrit le visage des deux mains. Vous voyez où mène le manque de maîtrise de soi, à la souffrance, à l'humiliation, à la perte du respect de ses amis, de tout ce qui grandit l'existence, de ce qui a toutes sortes d'abominations, conclut-il brusquement. Elle ne bougea pas. Il resta à la regarder d'un air pensif, comme s'il rassemblait les réflexions mélancoliques que faisait naître la vue de cette femme déchue. Ses yeux prirent une expression fixe, atone. Il était tout pénétré de la solennité du moment. Il ressentait profondément la grandeur de la circonstance. Et plus que jamais, les murs de sa maison semblaient renfermer les principes sacrés auxquels il s'apprêtait à offrir un magnifique sacrifice. Il était le grand prêtre de ce temple, sévère gardien de formules et de rites, du pur cérémonial qui dissimulait les sombres doutes de la vie. Et il n'était pas seul. D'autres que lui, et parmi les meilleurs, faisaient bonne garde autour de leur foyer, autel d'un culte si avantageux. Il comprenait confusément qu'il faisait partie d'une puissance gigantesque et bienfaisante, disposant de récompenses pour tout acte de discernement. Il vivait dans l'invincible sagesse du silence, protégé par une foi indestructible promise à l'éternité, et qui résisterait sans se laisser entamer à tous les assauts, qu'il s'agisse des bruyantes exécrations des apostats ou de la secrète lassitude de ses confesseurs. Il était ligué avec un monde d'avantages incalculables. Il représentait la force morale d'une merveilleuse discrétion capable de vaincre toutes les pitoyables trivialités de la vie, la peur, l'échec, le péché, la mort elle-même. Il s'imaginait sur le point de balayer triomphalement tous les mystères illusoires de l'existence. C'était la simplicité même. J'espère que vous comprenez maintenant la folie, la pure folie d'une mauvaise conduite, reprit-il d'un air morne et solennel. Ou bien vous respectez les conditions de votre existence, ou bien vous perdez tout ce qu'elle peut vous donner. Tout. Absolument tout. Il fit un geste du bras, et 3 fidèles répliques de son visage, de ses vêtements, de sa morne sévérité, de sa solennelle affliction,
répétèrent ce grand geste qui, par son amplitude, affichait une pureté morale infinie, englobait les murs, les tentures, la maison entière, la multitude des maisons alentour, ces tombeaux fragiles et secrets des vivants, avec leurs portes numérotées comme celles de cachot, et aussi impénétrables que le granit des pierres tombales. Oui, la retenue, le devoir, la fidélité. Une fidélité inébranlable à ce que l'on attend de vous. Il n'y a que cela qui garantisse la récompense, la paix. Tout le reste, nous devons nous appliquer à le vaincre, à le détruire. C'est le malheur, c'est le mal. C'est terrible, terrible. Il nous faut l'ignorer, nous le pouvons. C'est notre devoir envers nous-mêmes, envers les autres. Vous n'êtes pas seul au monde et si vous n'avez aucun respect pour la dignité de la vie, d'autres en ont. La vie est une affaire sérieuse. Si vous ne vous conformez pas aux idéaux les plus élevés, vous n'êtes rien. C'est la mort ou presque. Cela ne vous est pas venu à l'esprit? Regardez autour de vous et vous constaterez la vérité de ce que je dis. Aviez-vous vécu sans rien observer, sans rien comprendre? Depuis l'enfance, vous avez eu des exemples sous les yeux. Vous avez pu voir tous les jours la beauté, les bienfaits de la morale, des principes. Sa voix s'élevait et retombait pompeusement comme une étrange mélopée. Ses yeux étaient fixes, son regard exalté et maussade. Son visage compassé, dur, déclarait stupidement sa joie devant l'inspiration austère qui l'animait en secret, bouillonnait en lui, l'emportait furtivement vers les sommets d'une conviction frénétique. De temps en temps, il étendait le bras droit pour ainsi dire au-dessus de la tête de sa femme, et il s'adressait d'en haut à cette pécheresse, mue par un sentiment vertueux et vengeur, avec une joie profonde et pure, comme si, de son pinacle escarpé, il observait la douleur produite par chacune de ces graves paroles, lâchées comme autant de pierres par la main du justicier. Des principes rigides, de l'attachement au bien, dit-il pour finir après un silence. Le bien, où est-il? Dit-elle indistinctement, sans se découvrir le visage. Vous avez le cerveau dérangé, s'écria-t-il, raide et austère. Une pareille question ne rime à rien, absolument à rien. Regardez autour de vous, vous aurez la réponse, si vous voulez bien la voir. Rien de ce qui va à l'encontre des idées reçues ne peut être bon. Votre conscience vous le dit. Ce sont les idées reçues parce qu'elles sont les meilleures, les plus nobles, les seules possibles, elles survivent. Il remarqua avec un plaisir manifeste la largeur philosophique de son point de vue, mais le temps lui manqua pour la savourer car son inspiration, l'appel de l'auguste vérité, l'entraînait plus avant. Vous devez respecter les bases morales d'une société qui a fait de vous ce que vous êtes. Soyez-lui fidèle. C'est là qu'est le devoir, l'honneur, l'honnêteté. Il sentit en lui avait une immense et douce ardeur, comme s'il venait d'avaler quelque chose de chaud. Il se rapprocha d'un pas. Elle se redressa et le regarda avec une ardente expression d'attente qui accrut pour lui l'importance suprême de cet instant. Et, comme s'il oubliait, il éleva beaucoup la voix. « Vous me demandez où est le bien? Réfléchissez un peu. Que seriez-vous devenu si vous étiez parti avec ce vaurien? Que seriez-vous devenu, vous, ma femme ?» Il s'aperçut dans le trumeau redressé de toute sa hauteur, le visage si pâle que ses yeux, de loin, ressemblaient au trou noir d'un crâne. Il se vit comme sur le point de lancer des imprécations, les bras levés au-dessus d'une tête inclinée. Honteux de cette attitude incongrue, il se mit vivement les mains dans les poches. Elle murmura tout bas, comme pour elle-même. « Ah, que suis-je maintenant ? Il se trouve que vous êtes encore Madame Alvan Hervé. Une chance inouïe pour vous, croyez-moi, reprit-il sur le ton de la conversation. Il alla jusqu'au fond de la pièce et en faisant demi-tour, la vit assise très raide, les mains jointes sur les genoux, le regard perdu droit devant elle, les yeux, pareils à des yeux d'aveugle, fixant sans cligner la flamme crue du gaz qui brillait immobile entre les mâchoires du dragon de bronze. Il avança tout près d'elle et, les jambes légèrement écartées, resta un moment à observer son visage sans retirer les mains de ses poches. Il avait l'air de retourner dans sa tête une foule de mots,
d'élaborer son prochain discours en croulant sous l'abondance des idées. « Vous m'avez soumis à une cruelle épreuve, finit-il par dire. Et à peine avait-il dit ces mots qu'il perdit moralement l'équilibre et se sentit renversé de son pinacle par un flot de véhémente rancune contre la créature maladroite qui avait été si près de gâcher sa vie. Oui, j'ai été mis à rude épreuve. J'ai été mis à l'épreuve plus qu'on ne devrait jamais l'être, poursuivit-il avec l'amertume du juste. C'était déloyal. Qu'est-ce qui vous a pris? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Écrire une pareille après 5 ans de bonheur parfait, ma parole. Personne ne croirait. Vous n'avez pas senti que vous ne pourriez pas, parce que vous ne pouviez pas. C'était impossible, croyez-moi. Non? Réfléchissez. Non? En effet, c'était impossible, murmura-t-elle docilement. Cet accord exprimé avec une si prompte soumission ne l'apaisa pas, ne le transporta pas de joie. De manière inexplicable, il lui donna cette sensation de terreur ressentie lorsque, dans une situation que l'on avait appris à juger sûre, on découvre soudain la présence d'un danger proche et insoupçonné. C'était impossible, bien sûr. Il le savait. Elle aussi, elle le reconnaissait. C'était impossible. L'autre le savait également, aussi bien que n'importe qui. Il ne pouvait manquer de le savoir. Et pourtant, ils avaient tous deux conspiré contre sa tranquillité. Entreprise criminelle que n'autorisait aucune conviction de leur part. Non, aucune conviction. C'était inconcevable. Et pourtant, comme on avait frôlé, un bref frisson le parcourut, tandis qu'il se voyait exilé, perdu dans un monde d'une folie effrénée, indomptable. On ne pouvait rien prévoir, rien prédire, se préserver de rien. Et cette sensation intolérable avec quelque chose de l'horreur accablante qu'on imagine découler de la perte définitive de tout espoir. Dans l'éclair de la pensée, l'épisode déshonorant sembla se dégager de toute réalité, des conditions terrestres et même des souffrances de ce monde. Il devint simplement une prise de conscience terrible, la conscience annihilatrice d'une force aveugle et infernale, quelque chose de vague et de désespéré. Le désir fugitif et insensé de s'abaisser devant les mystérieuses puissances du mal, d'implorer grâce d'une façon quelconque, lui traversa l'esprit. Et puis vinrent l'idée, la conviction, la certitude qu'il fallait oublier le mal, l'ignorer résolument pour rendre la vie possible. Qu'il fallait écarter de l'esprit, de la vue, la conscience de cet épisode, comme on écarte de la vie quotidienne la certitude de la mort. Il se raidit intérieurement pour fournir cet effort et, l'instant d'après, cela lui parut très facile, étonnamment réalisable, à condition toutefois de s'en tenir strictement aux faits, d'envisager leur complexité et non pas leur sens. Conscient d'un long silence, il s'éclaircit la voix en guise d'avertissement et déclara d'un ton ferme « Je suis heureux que vous le compreniez, particulièrement heureux, que vous ayez compris à temps, car enfin vous voyez bien. » Contre toute attente, il hésita. « Oui, je vois, » murmura-t-elle. « J'en étais sûre, » dit-il, regardant le tapis et parlant comme quelqu'un qui pense à autre chose. Il leva la tête. « Je ne peux pas croire, même après tout ceci, que vous êtes complètement différente de ce que je pensais. Cela me semble impossible, à moi. » « À moi aussi, » soupira-t-elle. « Maintenant, oui, dit-il, mais ce matin et demain, c'est ce que... » Voyant sa phrase partir à la dérive, il eut un sursaut et s'interrompit brusquement. Chacune de ses pensées semblait conduire au royaume désespérant de l'indomptable folie, faire renaître la conscience et la peur de force qu'il fallait feindre d'ignorer. Il dit rapidement « Je suis dans une position très pénible, très difficile, je me sens... » Il la regarda fixement avec une expression de souffrance, comme accablé par une incapacité subite d'exprimer ses idées bouillonnantes. « Je suis prête à m'en aller, dit-elle tout bas.
J'ai perdu tous mes droits pour apprendre finalement. Elle laissa retomber sa tête. Sa voix mourut dans un soupir. Il manifesta son accord par un petit geste d'impatience. Oui, oui, tout cela est bien joli, naturellement. Perdu vos droits, dites-vous, moralement et pas d'autre façon, si je dois vous croire. Elle le fit tressaillir en se levant d'un bond. Oh, je vous crois, s'empressa-t-il d'ajouter. Et elle se rassit aussi promptement qu'elle s'était levée. Il reprit d'un air morne. J'ai souffert. Je souffre en ce moment. Vous ne pouvez comprendre à quel point. Tellement même que lorsque vous proposez une séparation, je ne suis pas loin de penser. Mais non. Il y a le devoir. Vous l'avez oublié, moi jamais. Le ciel en est témoin, jamais. Mais après une révélation aussi horrible, le jugement humain s'égare, du moins pour un temps. Voyez-vous, vous et moi, du moins j'ai cette impression, vous et moi ne faisons qu'un devant le monde. Et c'est fort bien ainsi. Le monde a raison, en gros. Sinon il ne serait pas ce qu'il est. Et nous en faisons partie. Nous avons des devoirs envers nos semblables qui ne veulent pas... Il bégayait. Elle leva de grands yeux sur lui, la bouche entr'ouverte. Il se remit à marmonner. La douleur, l'indignation, sûr d'être mal compris. J'ai assez souffert. Et s'il n'y a rien d'irréparable, comme vous me l'assurez, alors... Alvan, s'écria-t-elle. Quoi? Fit-il d'un air morose. Il posa un instant sur elle un regard sombre, comme on considère des ruines, les ravages produits par une catastrophe naturelle. Alors, reprit-il au bout d'un moment, le mieux pour nous, pour tout le monde, oui, le moins pénible, le moins égoïste, la voix lui manqua. Et elle n'entendit que des mots isolés, devoir, fardeau, nous-mêmes, silence. Il y eut un moment de calme absolu, puis soudain, sur un ton d'explication, il déclara « C'est à votre conscience que je m'adresse. Déjà vous priez de ne pas aggraver une situation... C'est à votre conscience que je m'adresse, pour vous prier de ne pas aggraver une situation déjà pitoyable. Pour que vous essayiez loyalement de m'aider à l'oublier, avec le temps, d'une façon ou d'une autre. Sans la moindre réserve, vous m'entendez? Loyalement. Vous ne pouvez nier que j'ai été cruellement traitée et, après tout, mon affection mérite... Il s'arrêta, visiblement soucieux de l'entendre parler. Je ne fais aucune réserve, dit-elle d'une voix lugubre. Comment le pourrais-je? J'ai vu clair en moi et je suis revenue pour... Un éclair de mépris passa dans ses yeux. Pour faire ce que vous proposez, voyez-vous. On peut me faire confiance, désormais. Il écouta chaque mot avec une profonde attention et, lorsqu'elle se tut, parut s'attendre à ce qu'elle poursuive. « C'est là tout ce que vous avez à dire ?» demanda-t-il. Surprise par le ton de la question, elle répondit faiblement. « J'ai dit la vérité. Que puis-je dire de plus ?» « Bon sang, vous pourriez dire quelque chose d'humain » s'exclama-t-il. « Je n'appelle pas cela dire la vérité, mais faire preuve d'impudence, si vous voulez mon avis. Pas un mot pour montrer que vous avez conscience de votre position et de la mienne. Pas un seul mot d'aveu, de regret, de remords, ni de quoi que ce soit. »« Des mots, murmura-t-elle d'un ton qui irrita Alvan. Il frappa du pied. « C'est abominable, s'écria-t-il. Des mots, oui, des mots. Les mots ont un sens, oui, c'est certain, en dépit de vos infernales simagrées. Ils ont un sens pour moi, pour tout le monde, pour vous. Diable, de quoi d'autre vous serviez-vous pour exprimer ces sentiments? Des sentiments, point. Qui vous ont fait oublier le devoir, la honte? » L'écume lui en venait aux lèvres tandis qu'elle l'observait fixement, épouvantée par cette fureur soudaine. « Vous ne parliez qu'avec les yeux, tous les deux ?» bredouilla-t-il rageusement. Elle se leva. « Je ne peux supporter ce genre de choses, dit-elle, tremblant de la tête aux pieds. Je m'en vais. » Un instant, ils demeurèrent face à face. « Non, pas vous,
fit-il avec une brusquerie voulue, et il se mit à arpenter la pièce. Elle resta immobile, occupée, eût-on dit, à écouter anxieusement les battements de son propre cœur, puis se laissa tomber doucement sur la chaise et soupira comme si elle renonçait à une tâche au-dessus de ses forces. « Vous vous méprenez sur tout ce que je dis, reprit-il calmement, mais je préfère croire que, pour le moment, vous n'êtes pas responsable de vos actes. » Il s'arrêta de nouveau devant elle. « Votre raison s'égare, dit-il, avec onction. Partir maintenant serait joindre le crime, oui, le crime, à la folie. Je ne tolérerai pas de scandale dans ma vie, quoi qu'il m'en coûte. Et pourquoi ? Vous allez sûrement mal me comprendre, mais je vais vous le dire, parce que c'est de mon devoir. Oui, vous allez sûrement mal me comprendre, par irréflexion. C'est toujours ainsi avec les femmes, elles ont l'esprit trop étroit. » Il attendit un moment, mais elle resta muette, ne le regarda même pas. Il était inquiet, douloureusement inquiet, comme lorsqu'on se sent l'objet d'une défiance immotivée. Pour combattre cette sensation exaspérante, il se remit à parler très vite. Le son de sa voix stimulait sa pensée, et, entre les éclairs de ses idées fugaces, il apercevait de temps à autre le roc inexpugnable de ses convictions, dominant, solitaire et majestueux, la stérile étendue des erreurs et des passions. Car il va de soi, poursuivit-il avec une vivacité inquiète, il va de soi que, sur le plan suprême, nous n'avons pas le droit, non, nous n'avons pas le droit d'imposer nos misères à ceux qui attendent naturellement mieux de notre part. Nous souhaitons tous que notre propre vie et la vie autour de nous soient belles et pures. Or, un scandale chez des gens de notre rang est désastreux pour la morale, d'une influence néfaste, vous le comprenez bien, sur l'atmosphère générale de cette classe, très importante, la plus importante, j'en suis convaincue, de la société. J'en suis intimement persuadée. Voilà la chose, en gros. Avec le temps, vous m'accorderez, quand vous serez redevenue la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance, il s'arrêta court, comme pris d'une suffocation inattendue, puis ajouta d'une voix totalement différente, « Car je vous aimais, j'avais confiance en vous. » Et à nouveau, il se tut un moment. Elle porta son mouchoir à ses yeux. « Vous rendrez justice à mes raisons. C'est surtout une question de loyauté envers le milieu qui est le nôtre et que vous, contre toute attente, vous avez trahi. On ne parle pas ainsi d'ordinaire, bien sûr, mais dans le cas présent, vous avouerez. Et songez-y, l'innocent paie comme le coupable. Le monde est sans pitié dans ses jugements. Malheureusement, il s'y trouve toujours des gens qui ne demandent pas mieux que de mal comprendre. Devant vous et devant ma conscience, je n'ai rien à me reprocher, mais toute révélation porterait atteinte à mon utilité dans la sphère plus vaste où j'espère bientôt. Je crois que vous partagiez pleinement mes idées là-dessus. Je ne veux pas en dire plus sur ce point, mais croyez-moi, le vrai désintéressement consiste à porter son fardeau en silence. Il faut préserver l'idéal, au moins pour les autres. C'est clair comme le jour. Si j'ai une plaie hideuse, l'exhiber sans motif serait abominable. Abominable. Et souvent dans la vie, dans la conception la plus élevée de la vie, tout dire, dans certaines circonstances, est absolument criminel. La tentation, voyez-vous, n'excuse personne. Elle n'existe même pas vraiment si l'on veille sans cesse à son propre bonheur, lequel repose sur le devoir. Mais il y a les faibles. Il prit un instant une intonation féroce. Et il y a les imbéciles et les envieux, surtout lorsqu'il s'agit de gens de notre rang. Je ne suis pour rien dans cette terrible mésentente. Mais s'il n'y a rien eu d'irréparable, une expression lugubre passa comme une ombre épaisse sur son visage. Rien d'irréparable, vous voyez que même maintenant je suis prêt à vous faire totale confiance, alors notre devoir est clair. Il baissa les yeux, son expression changea et aussitôt il passa de la loquacité qui le faisait sortir de lui-même à la morne contemplation de toutes les vérités apaisantes que, non sans quelque surprise, il avait su tout récemment découvrir en lui.
Durant cette profonde et lénifiante communion avec ses convictions les plus intimes, il demeura les yeux fixés sur le tapis. Le visage étonnamment grave, le regard éteint, perdu, scrutant, eût-on dit, le vide d'un trou béant. Puis, sans bouger aucunement, il reprit. « Oui, parfaitement clair. J'ai subi une rude épreuve et je ne peux prétendre que, pendant quelque temps, les sentiments d'autrefois ne seront pas, soupira. Mais je vous pardonne. » Elle fit un léger mouvement sans se découvrir les yeux. Plongé dans l'examen du tapis, il ne remarqua rien. Et le silence s'établit. Au-dedans et au-dehors, comme si les paroles d'Alvan avaient suspendu les pulsations et frémissements de toute la vie ambiante et que la maison fût demeurée seule, unique habitation d'un monde déserté. Il releva la tête et répéta solennellement. « Je vous pardonne, par sentiment de mon devoir et avec l'espoir. » Il entendit un rire qui non seulement lui coupa la parole, mais encore détruisit la paix de son recueillement avec l'atroce douleur d'une réalité venue troubler la beauté d'un rêve. Il ne comprenait pas d'où ce bruit lui était parvenu. Il voyait, en perspective, le visage malheureux et baigné de larmes de cette femme étirée sur son siège, la tête renversée sur le dossier. Il crut que ce bruit perçant n'était qu'une illusion, mais un nouvel éclat de rire aigu, suivi d'un profond sanglot, lui-même accompagné d'une autre explosion d'hilarité, sembla véritablement l'arracher de l'endroit où il se trouvait. Il s'élança vers la porte. Elle était fermée. Il tourna la clé et se dit « Ce n'est pas la peine. »« Assez !» s'écria-t-il, et il s'aperçut avec inquiétude qu'il entendait à peine sa propre voix au milieu des cris de sa femme. Il revint brusquement sur ses pas, avec l'idée d'étouffer de ses mains ce bruit insupportable, mais l'affolement l'immobilisa. Il se sentait aussi incapable de la toucher que si elle était devenue la proie des flammes. « Ça suffit !» vociféra-t-il comme on vocifère dans le vacarme d'une émeute, tout rouge, les yeux exorbités. Puis, comme emporté par un autre déferlement de rire, il disparut en un clin d'œil du fond de 3 glaces, s'éloigna soudain de la présence de cette femme qui, un moment, haleta et continua à rire toute seule dans la quiétude lumineuse de la pièce vide. Il reparut, avança droit vers elle à grands pas, un verre d'eau à la main et bégaya. Une crise de nerfs. « Assez, on va entendre, buvez cela !» Un rire fusa vers le plafond. « Assez !» cria-t-il. « Ah !» Il lui jeta l'eau à la figure, mettant dans ce geste toute la secrète brutalité de sa rancune, tout en pensant que quiconque eût lâché le verre avec l'eau eût été parfaitement excusable. Il se retint, mais il resta en même temps si convaincu que rien ne pouvait enrayer l'horreur de ces cris démentiels qu'à la première accalmie il ne lui vint même pas à l'esprit de douter qu'il était tout d'un coup devenu sourd. Lorsque, l'instant d'après, il eut la certitude qu'elle s'était redressée et qu'elle était redevenue tout à fait calme, ce fut comme si tout, les gens, les choses, les sensations, s'étaient arrêtés. Il était prêt à se montrer reconnaissant. Il n'arrivait pas à la quitter des yeux, redoutant et néanmoins refusant d'admettre qu'elle pût recommencer, car cet incident, malgré tout le dédain avec lequel il s'efforçait d'y penser, avait jeté en lui le trouble d'une mystérieuse terreur. Le visage de sa femme ruisselait d'eau et de larmes. Elle avait une mèche sur le front, une autre collée à la joue, son chapeau penchait d'un côté dans une position peu convenable, son voile trempé avait l'air d'un chiffon sordide posé en guirlande sur son front, son aspect révélait un manque total de retenue, l'abandon de toute prudence, cette laideur de la vérité que seul le souci continuel des apparences peut tenir éloigné de la vie quotidienne. Il n'aurait pu dire pourquoi. En la regardant, il pensa soudain au lendemain, ni pourquoi cette pensée éveilla en lui un profond sentiment de lassitude, de découragement indicible, la crainte de devoir affronter la suite des jours. Demain. C'était aussi loin qu'hier. Des siècles s'écoulaient entre 2 aurores, parfois du moins. Il scrutait les traits de sa femme comme on observe un pays oublié. Il n'était pas déformé, on y reconnaissait, en quelque sorte, certains points de repère, mais il n'y retrouvait qu'une ressemblance, et non la femme d'hier. Qui pourrait le dire?
Était-ce quelque chose de nouveau, une nouvelle expression, ou une nouvelle nuance dans l'expression, ou quelque chose de profond? Une ancienne vérité dévoilée, une vérité fondamentale et cachée, quelque certitude inutile et maudite? Il s'aperçut qu'il tremblait violemment, qu'il avait un verre vide à la main, que le temps passait. Les yeux toujours fixés sur elle avec un reste de méfiance, il tendit le bras vers la coiffeuse pour y poser le verre et fut stupéfait de sentir ce dernier s'enfoncer apparemment à travers le bois. Il avait manqué le bord du meuble. La surprise, le léger tintement qui accompagnèrent cet accident lui furent désagréables au-delà de toute expression. Il se retourna vers sa femme avec colère. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il d'une voix sévère. Elle se passa la main sur le visage et chercha à se lever. « Vous n'allez pas recommencer vos absurdités, dit-il. Ma parole, je ne savais pas que vous pouviez vous oublier à ce point. » Il n'essayait pas de dissimuler son dégoût physique, car il n'y voyait qu'une réprobation purement morale de tout manque de réserve, de tout ce qui pouvait ressembler à